Ok, je crois que c'est bon. On commence du coup? Vous voyez bien mon écran là, c'est bon et vous m'entendez bien? Ok. Donc, je vais vous présenter donc Dali, qui est un nouvel algo qui a été présenté par OpenAI au tout début du mois. Vous voyez là, c'est le billet de blog qu'ils ont publié. Ça date donc du 5 janvier. Et donc, le papier correspondant à ça n'est pas encore sorti. Donc, on n'a pas encore tous les détails de comment ça marche. Mais donc, ce billet de blog, il présente dans les grandes lignes comment ça marche et puis surtout, il présente les résultats qui sont assez impressionnants. Donc je vous propose que dans un premier temps, on regarde ensemble les résultats là-dessus, qu'on commente un petit peu. Il y a pas mal de trucs à voir. Et puis ensuite, je vous ai préparé du coup quelques slides pour essayer de présenter un petit peu la méthode au niveau technique, comment ça marche. Alors bien sûr, c'est pas hyper, enfin, en attendant que le papier soit publié parce que bon, voilà, c'est pas j'ai trouvé des informations, mais on peut pas encore être sûr à 100. Mais voilà. Donc l'idée de DALL-E, donc DALL-E, c'est un acronyme c'est un mélange du peintre Dali et du robot Wall-E. Et l'idée, c'est que à partir d'une entrée texte, d'une phrase qu'on lui fournit, il va créer une image qui correspond à la phrase qu'on lui a donnée. Et ça marche pour plein de choses différentes. Donc, on peut regarder un premier exemple. Ici, on lui demande des illustrations. Donc, ici, c'est l'illustration d'un bébé radis dans un tutu qui promène un chien. Et on voit ici 32 images, donc je pense, non, 6 fois 5, 30 images donc, qui sont produites par l'algorithme et qui illustrent un bébé radis dans un tutu qui promène un chien. Et on voit que déjà, c'est très fidèle à la description. Et puis, c'est des images assez variées et puis honnêtement, c'est des choses qu'on pourrait, penser dessinées par un humain, honnêtement. Donc sur leur blog, on a la possibilité de faire alors pas nos requêtes nous-mêmes en saisissant du texte, mais en tout cas de choisir parmi un grand nombre de choix ici et de générer les images. Donc par exemple, on peut demander une illustration d'un avocat, en pyjama et choisir une autre action, qui joue aux échecs et on va obtenir, des images ici qui sont des illustrations qui me paraissent, quand même vraiment pas mal du tout et honnêtement, c'est pas si facile, ouais, de distinguer, une vraie illustration de ce qui est généré ici. Heu, voilà et moi, ce que je trouve impressionnant surtout, c'est déjà comment dire? Ça satisfait la phrase qu'on a en entrée, mais surtout, c'est la qualité des images au niveau alors les textures, c'est peut-être pas les illustrations qui le reflètent le mieux, mais on dirait vraiment des vraies images, issues d'internet et donc je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de, vous savez, chercher les images sur internet, voir si elles existaient ailleurs et que c'est pas finalement juste l'algo qui a mémorisé des images qu'on lui a données pendant l'entraînement et ça, c'est bien les images qui sont produites, ce sont bien des images originales qui alors bien sûr, ça doit s'inspirer un petit peu d'images qu'il a déjà vues, mais en tout cas, ces images telles quelles n'existent pas. Donc ça, c'est pour les illustrations, donc on peut s'amuser, il y a plein, on va pas tout faire, mais ça peut faire plein d'autres choses. Par exemple, si on lui donne en entrée une illustra alors c'est toujours des illustrations. Bon, peut-être on va passer à un autre. Il peut faire des emojis aussi. Bon là, c'est la partie dessin. Peut-être on va pas trop s'attarder sur ça. On peut aussi donner, une autre une image en entrée en plus du texte. Par exemple, donner ces images de chat ici, avec une partie manquante en bas et lui demander le même chat que sur la partie en haut, mais sous forme, par exemple, d'un dessin, sketch et on voit ici qu'il produit ça. On peut lui demander aussi de faire plein de transformations sur l'image qu'on lui donne en entrée. Par exemple, reflected upside down ou portant un chapeau et alors il va rajouter un chapeau au chat. Donc vous voyez que c'est pas toujours exactement le même chat. Il a compris que c'était un chat et compris le concept de chat, mais des fois
temps en temps, il va te donner le bon chat, là, comme ici, avec un chapeau et c'est bien réaliste. De temps en temps, il va y avoir des samples où, ben, c'est un autre chat qui va apparaître. Mais encore une fois, au niveau réalisme, c'est quand même assez impressionnant. D'autant plus que il faut savoir que ces sorties qui sont là, ce sont pas, hem, comment dire? Ce sont pas les meilleures images qui ont été choisies pour présenter sur le blog. Ce sont vraiment les sorties, du réseau qui sont, ces images-là. Alors, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il génère 512 images et qu'il a ensuite une méthode pour les classer de la plus réaliste à la moins réaliste et il garde à la fin les 32 meilleures. Donc là, c'est pas juste des images triées sur le volet on a remarqué qu'elles marchaient bien, c'est vraiment les vraies sorties de l'algorithme. Voilà, la même chose avec un chien, qui porte un chapeau. N'hésitez pas, hein, à commenter ou poser des questions si vous voulez. Hem, on peut aussi faire écrire des choses. Par exemple, bah, voilà, on écrit GPT sur, la théière ici qui est fournie en entrée. Hem, voilà, donc on transforme des images en faisant des choses qu'on est sans doute capable de faire autrement, mais bon, pour l'écriture, je sais pas, pour les transformations, il y a d'autres méthodes qui font déjà ça d'une autre manière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une entrée du texte, il est capable de comprendre qu'est-ce qu'on demande et de produire une image réaliste qui satisfait plutôt bien la demande. Alors ils ont fait ensuite plein d'essais, sur différentes choses. Alors, celui-là, je l'avais même pas regardé, une séquence de formes géométriques. Heu, honnêtement, je comprends pas trop ce qu'il fait ici. Heu, bon, je vais passer parce que je m'étais pas attardé sur celui-là, j'ai pas il faudrait peut-être lire plus en détail. Il peut faire des photos de nourriture? Et juste Oui. les formes géométriques, j'avais vu un papier, enfin, un nouveau dataset de Meta Learning Mmh. qui, qui proposait justement essayer de classifier des formes géométriques. Et apparemment, les réseaux de neurones, ils ont beaucoup de mal je ne sais pas exactement ce qu'il fait ici, mais par exemple, dans le dataset de Meta Learning, il fallait par exemple classifier si les formes étaient convexes ou pas. Mmh. Et toutes les méthodes existantes qui arrivent bien à classifier des chiffres ou des trucs comme ça, elles rataient alors, complètement sur ces tâches géométriques. Donc, D'accord. je ne sais pas exactement ce qu'ils font ici, mais c'est peut-être intéressant. Mmh mh. Oui, d'accord, ouais, c'est la compréhension de la géométrie. Ils font pas mal d'essais comme ça où ils demandent aussi je vais vous montrer après, ils demandent de fournir de compter en demandant heu, dessiner tant d'objets ou des choses comme ça et on voit qu'il y a des choses pour lesquelles ça marche plus ou moins bien. Voilà, bon, donc apparemment il est capable de faire des choses avec des formes géométriques, je vous avoue que là, j'avais pas vu ce truc-là, donc je sais pas le détail. Photo de nourriture, donc voilà, on lui demande, la photo d'une nourriture, chinoise. Alors apparemment il y a plein de pays. On peut regarder française, je sais pas ce qu'il va nous donner. Hem, il y a une baguette, le premier est une baguette, ça c'est pas mal. Il y a d'autres choses comme ça ici, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais en tout cas, ça ressemble, à de la nourriture assez bien. Après bon, c'est peut-être pas toujours, ça peut-être c'est des crêpes. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est bon, plutôt réaliste. Encore une fois, quand on regarde l'image, on a l'impression que c'est une vraie. Après, quand on s'attarde plus sur les détails, c'est vrai que c'est pas forcément facile de reconnaître les aliments. Voilà pour la nourriture. Des photos de ville. Donc, on peut lui demander différents lieux géographiques qu'il connaît. On peut lui demander, bon, je sais pas, je vais prendre quelque chose au hasard et donc on lui demande: «From the water, from the street» et à chaque fois il adapte, voilà, le matin ou la nuit et il adapte, il a réussi à apprendre tous ces concepts, et à transposer ces images de façon à ce que ça soit réaliste.
Ce qui est un peu perturbant quand même, c'est Mm. qu'à chaque fois, il y a une liste déroulante Ouais, qui contraint le choix, quoi. Donc, c'est pas si évident qu'il analyse le texte, en vrai, là. Si j'avais envie de dire en plein midi, je sais pas quoi, c'est sûr. on a plutôt l'impression qu'ils ont défini des trucs précatégorisés. Je pense que, alors c'est sûr que ça serait mieux de pouvoir mettre nous-mêmes notre entrée texte comme on veut. D'un autre côté, ben, j'imagine que c'est aussi beaucoup dépendant du jeu de données qu'ils ont pour entraîner. Et je suppose qu'ils nous ont mis ces propositions parce que dans le jeu d'entraînement, ils ont donné des exemples avec at night, in the afternoon et in the morning. Mais je suppose que si pendant l'entraînement, il a jamais vu, on pourrait imaginer des choses plus précises à 15 heures, etc. Mais j'imagine que pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il ait vu des exemples assez proches dans le jeu d'entraînement. Et je suppose que peut-être que plus tard, on pourra essayer avec des. Et en plus, je ne sais pas si vous remarquez, sur le même sujet, il y a. Alors, c'est pas forcément dans les premiers, mais si là, par exemple, vous voyez que les inputs sont un peu bizarres par moment. Ici, c'est une photo professionnelle, une illustration professionnelle de haute qualité. Ça. Et ensuite, il y a d'autres phrases qui répètent en gros la même chose, formulées différemment. Et je suppose que voilà, il y a quand même, on peut pas écrire n'importe quoi. Et voilà, c'est sûr que c'est un petit peu conditionné par des inputs qui, je suppose, ressemblent aux phrases qui étaient présentes pendant l'entraînement du modèle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est sûr que ben ouais. Mais c'est quand même si c'est sur un nombre fini de mots et de concepts, je trouve que c'est la partie où à partir de ces mots on génère une image qui va bien avec, c'est quand même assez impressionnant. Après, Pour les images, on ne peut pas rentrer sa propre image, là. Pour le chat, par exemple, je ne peux pas mettre mon chat. non, ils en proposent là, et non, on Ouais, peut pas non mais plus. Ouais. ça, c'est un peu strange aussi. Bon. Mm. C'est vrai que Mais ça serait après, bien de pouvoir essayer. Ouais. après, il me semble que OpenAI, enfin tous ces produits, enfin ils le vendent plus qu'ils le donnent gratuitement, donc c'est peut-être aussi une sorte de première pub justement pour des gens qui seraient intéressés à acheter le produit commercial. Enfin, c'est un de leur modèle économique. Et du coup, ce genre de truc, ça pourrait être vachement utile pour les placements de produits, les machins comme ça, typiquement. Ouais, je pense que c'est pas sûr qu'ils fassent vraiment tourner le modèle. À mon avis, c'est juste qu'ils ont fait tourner pour plein de possibilités et qui permettent Ouais. de voir les résultats pour ces possibilités-là. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait une API qui fasse directement, qui appelle directement un modèle. Ça leur coûterait probablement trop de ressources. Ouais, c'est possible que ça soit comme ça. Voilà. Donc, et alors un autre truc qui m'a aussi beaucoup. Donc là, bon, pareil pour toujours des photos sur des paysages, le pont du Golden Gate, le euh, parc du Golden Gate. Et donc encore une fois, J'avais une petite question. ouais. Euh, c'est juste parce que enfin, j'ai vu que enfin, cette méthode a eu beaucoup de succès. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont, enfin, j'ai pas cherché en détail, mais s'il n'y a pas des gens qui ont essayé de réimplémenter la méthode juste à partir du Si, blog? si. Il y a un repos sur GitHub avec des gens qui ont essayé de le réimplémenter. D'ailleurs, je me suis servi pas mal de ça pour comprendre l'architecture et tout ça. C'est pas encore. Bah, vous allez voir quand je vais vous présenter, déjà, c'est un modèle qui, en termes de nombre de paramètres et tout ça, est énorme. Donc, pour reproduire à la maison, c'est pas facile. Mais enfin, Ah, oui, d'accord. il y a des gens qui essayent de le faire. Et bon, qui ont des premiers résultats qui n'ont pas l'air extraordinaires, mais en tout cas, enfin, moi, ça m'a été bien utile pour comprendre l'architecture et tout ça. Enfin, j'ai pu regarder le code pour répondre aux questions que je me posais. Mais après, ouais, refaire à la maison, je pense que c'est pas facile parce que, ouais, comme je disais, c'est quelque chose qui est, en termes de taille du modèle, c'est vraiment immense, quoi. Ah oui, et en plus, on ne sait pas enfin, quel dataset ils ont utilisé. Enfin, c'est un dataset privé qu'ils ont utilisé du coup. Voilà. Oui, je pense que oui, c'est un dataset privé. Après, ce qu'ils expliquent, c'est que le dataset, il consiste à des images couplées avec du texte, hein, une image avec un texte qui décrit cette image, et ils disent que un dataset comme ça, on peut le récupérer juste en faisant
du scrapping sur internet et récupérer des images avec du texte. Alors bien sûr, c'est un peu bruité parce que voilà, mais il y a quand même souvent sur internet, on trouve beaucoup d'images avec une phrase ou un texte qui le décrit et donc ils disent qu'ils utilisent une méthode comme ça pour faire leur dataset, il me semble. D'accord. Voilà. En fait, ils ont aussi avant DALL-E, et je vais vous en parler aussi vite fait tout à l'heure, ils ont OpenAI toute l'année 2020, ils ont présenté des papiers sur ce concept de connecter le NLP et le traitement de texte et le traitement d'image et comment construire des jeux de données comme ça, et cetera. Donc le DALL-E, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça et je pense qu'il y a beaucoup de travail avant sur, bien sûr, les données. Et ben, oui, après c'est sûr que le point enfin, comment dire? La difficulté de ça, c'est vraiment réussir à on avait déjà des réseaux qui fabriquaient des images, on en avait déjà qui traitaient du texte, mais là, c'est réussir à joindre les 2, quoi. Et du coup, un exemple que moi je trouve peut-être le plus impressionnant, c'est l'histoire de temporal knowledge. Donc on lui demande une photo de téléphone, par exemple, et on peut lui demander une date et il va nous donner des photos qui correspondent à la technologie de l'époque à peu près. Donc là, c'est pour les téléphones, on peut le faire par exemple aussi pour les caméras. Donc vous voyez que si on demande 1900, il va nous donner ça, 1910 ça, et cetera. Pour arriver, aux caméras d'aujourd'hui à peu près. Et même il va imaginer dans le futur et dans le distant future à quoi ça pourrait ressembler. Avec aussi des petits inputs, comme ça de petits bouts d'images pour donner un style à l'image. Et vous voyez qu'il imagine les caméras du futur comme ça. Heu, alors bon, je sais pas si ça ressemblera vraiment à ça, mais je trouve ça vraiment, fort d'arriver à donner ce concept de temps jusqu'à lui donner le fait d'imaginer apprendre qu'est-ce que c'est qu'un design futuriste et réussir à donner quelque chose qui a l'air futuriste. Alors peut-être voyons les télévisions. Alors pour le coup, les télévisions du futur ressemblent plutôt à celles d'il y a 30 ans, mais j'en avais vu un qui m'avait vraiment étonné, alors je sais plus lequel c'est. Bon, l'ordinateur du futur, peut-être comme ça. Hem, ouais, bon, c'est vrai que c'est bon, là, on voit des câbles et tout ça, on peut se dire que ça sera sûrement pas comme ça, mais hem, ah, le véhicule du futur. Voilà, c'est pas trop mal quand même. Enfin voilà, donc il y a toutes ces ils ont testé pas mal de choses différentes pour, aussi voir les qu'est-ce qui marchait bien, mais aussi les limites. Alors je trouve plus où c'était, il y a vraiment un endroit, il montre les limites, surtout avec les nombres. Alors ouais, et aussi autre impressionnant, c'est peut-être le plus impressionnant aussi, c'est ce fait de mélanger les textures et les formes et donc là, on demande une chaise, heu, dans la forme d'un avocat, ou disons, voilà, mélange le concept de chaise et avocat et donne quelque chose et on obtient ça et on peut le faire avec plein d'autres choses. Hem, une chaise en Pikachu, donc on obtient ça. Qu'est-ce qu'on peut changer? Un banc fait en glacier. Donc il arrive quand même à bien alors voilà, il arrive à comprendre les concepts et à les mélanger, à distinguer la forme, la texture, les choses comme ça et à faire des choses intéressantes. Hem, alors je suis un petit peu perdu entre tous les trucs qu'il propose, je sais plus où est celui que je voulais vous montrer. Pareil donc pourquoi pas des applications dans la mode, il peut inventer des vêtements aussi. Alors bon, pour l'instant c'est des petites images, hein, mais heu, mais voilà. Hem Cross section, donc là, il imagine si on coupe à l'intérieur comment c'est, donc voilà, pour une noix. La terre, si on la coupe, bon, heu, mais bon, c'est pas ça reflète pas forcément la réalité, mais on voit qu'il a compris l'idée en tout cas. Une coupe d'un avion, voilà, bon, d'autres exemples. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était
Voilà, c'est ça. Donc, si on lui demande des inputs un petit peu plus compliqués en termes de nombre et de couleurs, et si on lui donne une instruction très précise comme ça, donc un ensemble de 3 cubes, le cube rouge et sur le dessus, par-dessus un cube vert et le cube vert et au milieu, voilà, une séquence d'instructions un peu compliquée comme ça, il va souvent donner quelque chose qui est dans la même idée que ce qu'on a demandé. Il comprend qu'on veut des cubes empilés avec différentes couleurs, etc. Mais il va pas être capable, ou rarement, alors là je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui correspondent à ce qu'on a demandé vraiment, mais je suis pas sûr. Et ils disent qu'en général, voilà, pour tout ce qui est de compter, si on lui demande de donner 5 objets d'une telle façon, il va avoir tendance à donner plusieurs, mais pas forcément exactement 5, etc. Donc tout n'est pas parfait. Mais ils ont quand même testé pas mal de limites. Et donc voilà, pour des instructions très précises, c'est pas forcément excellent. Par contre, on obtient toujours une image qui va ressembler à une vraie image. Small, ouais. Voilà, donc là, c'est le même genre d'essai avec petit, grand, et puis les couleurs et les... Voilà, donc une souris sur une petite souris rouge sur un grand éléphant vert, ça va. Il fait des choses en voxel aussi et pas uniquement des... donc un capybara made of voxel qui est assis dans un champ. Alors pareil, c'est le nombre de choses qu'on peut faire est limité, donc je suppose que c'est des animaux qu'il a peut-être déjà vus en voxel, etc. Bon, on n'a pas tous les détails de tout ça, on peut pas encore trop tirer de conclusions sur ça, mais bon, enfin voilà. Encore une fois, les résultats sont pas mal. Ok, ouais, ici, dernier truc, voilà, pour les textures, moi, c'est ça aussi que j'aime bien. Un cube fait en porc-épic, et vraiment, il retient la texture du porc-épic, et on peut lui demander à la place d'un cube un tore. Il va faire... Ah, bon, pour le porc-épic, ça marche pas bien, le tore, mais j'avais essayé avec d'autres trucs. En nuage, par exemple. Voilà, un tore fait de nuages ou de clavier. Ou de dentifrice. Voilà. Et on voit qu'il y a vraiment cette distinction de texture, forme, etc. Et ça c'est quelque chose qui marche bien pour le coup. Je sais pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ça. Je passe peut-être à la suite où je vous présente un peu comment ça marche, s'il n'y a pas de questions. Ok. Alors, donc ouais, comme je vous disais, OpenAI en 2020, ils ont fait beaucoup de choses qui ont rapport avec tout ça. Alors déjà, ils ont fait GPT-3. Je suppose que vous en avez entendu parler. Donc c'est le plus grand modèle de NLP jamais conçu, dans le sens nombre de paramètres, puisqu'il y en a quand même 175 milliards. Et c'est un modèle qui traite du langage pour faire à peu près toutes les tâches qu'on peut imaginer. Il est pré-entraîné de façon non supervisée sur d'énormes jeux de données de texte. Et ensuite, on le fine-tune sur des tâches plus spécifiques et il est capable de répondre à des questions, générer des textes, résumer... Juste, Ouais. juste juste une remarque. Mhm. Le plus grand modèle de NLP jamais conçu maintenant, c'est celui de Google, c'est Switch Transformer. Et qui a Ah ouais, passé le il est trillion, plus grand. J'ai vu qu'ils avaient fait ça, mais j'ai pas bah, vu. il a passé le trillion de paramètres. Ah d'accord. Ah, mais j'avais pas. J'ai entendu parler qu'il y avait ça, mais j'ai pas vu que c'était plus gros. D'accord. Ok. Allô? Ouais. Ouais, c'est pas un modèle génératif, Ok. Ok. par contre, je crois. Ouais, il fait peut-être pas toutes les mêmes choses que GPT-3. Moi, j'ai vu passer le nom, j'ai vu qu'ils ont sorti ça, mais j'avoue que j'en sais pas plus dessus. Enfin, en tout cas, pour moi, en tout cas, jusqu'à celui-là, c'était le plus grand. Et voilà, on peut faire. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on peut
le fine-tuner sur voilà, l'adapter à à plein de tâches différentes qu'on veut faire, donc notamment répondre aux questions, générer des textes sur un sujet. On peut faire un résumé ou on peut même synthétiser sous forme de tableau, on peut faire de la traduction, on peut même, lui demander directement d'écrire du code. On lui dit, «Fais une boucle, écris en Python une boucle qui fait ça» et il va générer le code plus ou moins. Enfin, je crois que ça marche pas trop mal, ça a des limites, je suppose, mais voilà, on peut tout un plein de choses possibles en traitement du langage et on va voir qu'en fait, c'est même dans DALL-E, ils utilisent ce GPT-3, ils adaptent en fait au traitement d'image et c'est ça en fait qui est utilisé plus ou moins. Ensuite, ils ont fait Image, GPT où là, ben, ils ont voulu faire la même chose. Donc tout ça, c'est basé sur les transformers, hein, qui est donc, je vais revenir un peu dessus après, mais et ils ont fait Image GPT qui à partir utilise les transformers aussi pour essayer de recréer les images de ils considèrent une image comme une suite, une séquence de pixels et ils entraînent des réseaux à reconstruire des images et cetera pour, apprendre, comprendre les images. Pour pouvoir les reconstruire, il faut comprendre ce qu'il y a dedans et donc on apprend des représentations qui peuvent être utilisées, pour d'autres tâches de traitement d'image ensuite. Donc ça s'appelle le, representation learning et voilà, ils ont fait ça avec, quelque chose qu'ils ont appelé Image GPT et ils ont aussi fait quelque chose qui s'appelle Clip, qui est un peu un travail, qui ressemble à DALL-E, mais qui est plus simple, qui est Connecting Image and Text. Ce qu'ils font en gros, c'est ils, mmh, ils prennent ils ont je pense que c'est fait avec le même dataset que DALL-E, donc des images qui sont rattachées à du texte et ils montrent des images à un réseau, ils montrent du texte et le but c'est de trouver, finalement quel texte correspond à quelle image, ce qui bien sûr est beaucoup plus facile que générer des images. Et à partir de ça, on arrive à apprendre des représentations pareilles sur les images, à partir d'une supervision qui est du texte. Et donc, bah, voilà, là, il comprend que c'est une photo de guacamole ici, et on peut apprendre des choses assez précises. Vous voyez qu'ici, il dit que c'est un studio de télévision, mais pas une salle de conférence ou une salle de lecture et voilà, donc on arrive à apprendre des concepts des fois assez compliqués en fonction du texte qu'on a, heu, en liant image et texte et ce modèle-là aussi est utilisé à un petit moment dans DALL-E. À la fin pour, garder les meilleures sorties, on va les donner à Clip et on va lui demander, lesquelles ressemblent le plus au texte d'entrée pour savoir lesquelles sont les meilleures et celles qu'on va montrer. Voilà en gros. Et donc on voit donc ils ont fait pas mal de choses cette année qui en gros pour construire les blocs qui permettent de faire DALL-E avant. Donc tout ça, tous ces réseaux et DALL-E pareil utilisent l'architecture des transformers. Bon je suppose que vous avez tous plus ou moins entendu parler ou voilà juste, je vais en reparler rapidement parce que c'est vraiment là-dessus que ça se base. Les transformers, un modèle qui vient du papier Attention is all you need de 2017 et qui est utilisé, surtout dans un premier temps, qui était fait pour le NLP, le traitement du langage. Ah, tu Raphaël, si tu peux couper le micro parce que j'ai le retour. Ouais, pardon. Donc c'était fait pour le traitement du langage, donc on donne une séquence en entrée, exemple, bah, voilà une phrase, hein: «Je suis étudiant». On va chacun des mots de cette phrase, on va les transformer sous la forme d'un vecteur et notre transformers va transformer cette séquence en une autre séquence et donc bah, on peut l'utiliser par exemple pour faire de la traduction. On lui donne une phrase en français et il nous donne une phrase en anglais. Hem, Qu'est-ce qui fait que ça marche mieux que le reste? Qu'est-ce que c'est le principe de ça? C'est, ben, l'attention. Tout simplement, ben, entre chaque token, on va pouvoir, le principe de l'attention c'est de pouvoir en fonction de chaque entrée, regarder quelle partie du vecteur qu'on donne, on va accorder plus d'importance que d'autres et notamment ici, c'est la self attention, donc l'attention sur soi-même entre guillemets. Donc par exemple, quand on traite cette phrase-là, heu et qu'on va vouloir, savoir comment traiter le mot it, grâce à la self attention, on va pouvoir regarder sur quelle partie de la phrase est le plus important pour comprendre ce mot it et ici, ben, le mot it, il renvoie à the animal, donc on voit que l'attention ici a compris que ça
Donc ça aide à traiter le langage d'une façon générale, mais enfin l'attention c'est quelque chose de général, donc éventuellement d'autres choses aussi, de façon un petit peu plus peut-être complexe et où ça donne plus de capacité de raisonnement et d'abstraction qu'un réseau de neurones classique. Et donc et voilà, et donc en gros le Transformers, pour faire très rapide, c'est des couches d'attention les unes après les autres avec des couches un peu plus classiques de réseau de neurones. Et à partir de ça, on peut transformer du texte en du texte sous une autre forme. Et donc ça a été fait d'abord pour le texte, mais aujourd'hui, cette année, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis pour utiliser les transformers dans un peu tous les autres domaines du deep learning, notamment en computer vision. On a vu VIT qui fait de la classification d'images en utilisant, et c'était aussi le cas de celui d'avant, la image GPT, on considère l'image comme une suite de pixels et on transforme cette suite de pixels en autre chose. Et donc on peut faire de la classification d'images. Il y a DETR qui est sorti, DETR, qui fait de la détection d'objets avec les transformers, etc., etc. Donc c'est quelque chose c'est l'état de l'art depuis que ça s'est sorti dans le NLP. Et c'est en train de dans tous les autres domaines du deep learning, on est en train d'utiliser les transformers pour remplir un peu toutes les tâches qu'on veut. Et donc ici encore là, donc bon, j'ai essayé d'expliquer rapidement, j'imagine que certains connaissent déjà pas mal. Si vous voulez en savoir plus, moi j'ai pris ces petites images-là et c'est expliqué sur un billet de blog qui s'appelle The Illustrated Transformer. Et voilà, si on veut mettre enfin voilà, essayer de comprendre un peu plus en détail comment ça marche, c'est vraiment bien. Parce que il y a beaucoup de petits schémas comme ça qui expliquent et c'est fait de façon assez simple et en même temps, ça rentre dans les détails de chaque layers, etc. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ça. Et maintenant, on va passer du coup un peu plus à DALL-E et à ce qui est utilisé. Alors pareil, il faut introduire autre chose. Alors là, je suis pas trop expert. Ils utilisent ça, donc ils utilisent pour construire et pour construire l'image un VAE, donc Variational Auto Encoder. Et il précise un discrete VAE. Donc, c'est-à-dire que donc VAE, pour ceux qui connaissent pas, c'est le principe on prend une entrée, on l'envoie dans un encodeur qui va réduire la dimension de cette image en une dimension plus petite, ce qu'on appelle une représentation latente du coup de l'image. Et ensuite, on a un décodeur qui, à partir de cette représentation latente de plus petite dimension, doit reconstruire l'image d'entrée. Et donc, on est obligé ici de faire une espèce d'abstraction de l'image, de donner les informations importantes sur l'image dans cet espace de plus petite dimension pour être capable de la reconstruire après. Et ici, ils le font, c'est un cas particulier, donc c'est un VAE discret. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas prédire quelque chose de continu, on va prédire des indices. On va prédire une grille d'indices. Donc pour eux, ils l'appliquent dans le cas de leurs images en entrée font 256 x 256. Et dans l'encodeur, on va prédire une grille ici qui sera de taille 32 x 32 et qui contient des indices discrets. Et ces indices-là, donc là par exemple, vous voyez 1, 2, 3, 53. Ces indices-là, on va les utiliser pour aller chercher dans ce qu'on appelle un codebook, c'est-à-dire une liste d'embedding. On va avoir l'embedding numéro 1, alors, dans DALL-E, c'est de taille 256, il me semble. Mais disons que quand on prédit un 1 ici, on va ensuite le remplacer par ce vecteur qui est ici, qui est de taille 256 et qui correspond à l'indice numéro 1. Et ainsi de suite pour tous les autres indices. Et ça permet en gros de réduire la dimension de l'espace ici où il faut apprendre. Ici, on va apprendre à classifier finalement. Et ensuite, on va le remplacer par quelque chose de plus grande dimension qui va nous permettre de reconstruire notre image de façon fidèle, entre guillemets. Vous voyez que ça marche très bien. Là, c'est un exemple pour... Donc, ce principe-là, c'est VQ-VAE, c'est un papier qui est sorti pour faire ça. Neural Discrete Representation Learning. Et vous voyez qu'ici, c'est les images qui donnent en entrée, et ça, c'est la façon dont elles sont reconstruites. Donc, on voit que c'est très fidèle. On n'est pas sûr que ce soit exactement ça qui soit... C'est même
pas exactement ça qui est utilisé dans DALL-E, c'est quelque chose d'assez proche. Il donne une description, mais voilà, il faudra attendre le papier. Mais l'idée générale est là. On prédit quelque chose de discret et on va ensuite, à partir de on apprend un codebook ici qui est un espèce de livre de vecteurs, une mémoire avec des vecteurs dedans. Et en fonction de l'indice qu'on prédit, on va aller chercher ces vecteurs-là. Alors bien sûr, il y a un problème de différenciabilité parce que si on fait tout ça, tout n'est pas différenciable. Aller chercher un indice discret et aller chercher dans le codebook, on ne peut pas entraîner le réseau de neurones end-to-end puisque cette opération n'est pas différenciable. Mais il y a différents tricks qui existent. Donc le VQVAI, ils font une espèce de connexion ici. Alors, je ne sais pas les détails, mais ce qu'utilise DALL-E, il l'explique, c'est ce qu'ils appellent Gumbel Discretization, Gumbel Softmax. C'est une façon de, en gros, approximer le fait de choisir un indice discret par une fonction qui est différenciable et qui dépend des paramètres. Et ça se fait en tirant une variable aléatoire qui suit une loi de Gumbel. Honnêtement, je ne connais pas les détails plus que ça. Je ne me suis pas plongé dans les équations, mais en gros, voilà, il y a une partie qui normalement n'est pas différenciable, mais voilà, ils ont trouvé une petite astuce pour contourner ça et l'approximer de façon différenciable. Je ne sais pas si c'est clair là ce que j'ai expliqué. Oui, juste leur dictionnaire, là, il est créé avant, il se crée au fur et à mesure. Comment ça Alors, marche? si j'ai bien compris, c'est créé au fur et à mesure. Au début, j'imagine qu'on l'initialise, je pense, aléatoirement, et au fur et à mesure qu'on entraîne, ben, on va changer enfin, pour le coup, on obtient ici notre tenseur avec les vecteurs là, et puis ben, en fonction de l'erreur qui est là, on peut backpropager et apprendre des vecteurs qui marchent bien pour reconstruire les images. Donc c'est quelque chose, oui, c'est même sûr, c'est quelque chose qui est appris ça. Et donc en fait, la première étape de DALL-E, ça correspond à entraîner quelque chose comme ça. Sachant que ce décodeur là ici, qui à partir du codebook reconstruit une image, c'est ce qui va être utilisé à la fin pour reconstruire les images. Et apprendre un codebook comme ça, donc avec eux, ils l'apprennent avec une vocabulary size, donc 8000 environ, donc il y a 8000 vecteurs différents, et chaque vecteur est de taille 256. Et donc non seulement entraîner ça, ça va permettre non seulement d'avoir quelque chose qui nous reconstruit des images et quelque chose qui les analyse, mais ça va nous permettre aussi en fait de créer un espèce de langage des images, quelque chose avec voilà, c'est comme si c'était un dictionnaire, si vous voulez, avec 8192 mots. Et notre image qu'on a ici en entrée, en la passant dans l'encodeur, ça va nous permettre de la transformer en une phrase dans ce langage-là. En gros, bah voilà, on va imaginer que dans cette grille qu'on va analyser ici, on va avoir des pixels là qui vont dire bah ici c'est un chien, ici c'est du sable, ici c'est de la mer, et ici le ciel. Sans doute plus précis que ça, parce que s'il y a 8192, j'imagine qu'on peut faire des... Bon, on ne sait pas exactement, mais enfin, dans l'idée, c'est ça. Et en fait, le fait d'avoir des éléments discrets comme ça qui vont créer un vocabulaire et un langage, c'est exactement ce dont on a besoin pour l'appliquer aux transformers, pour l'appliquer à un transformer. À la place de lui dire d'utiliser des mots en langage, on va utiliser ben, les éléments du vocabulaire du codebook, et ça, c'est tout à fait le genre de données qu'un transformer sait manipuler et sait transformer en quelque chose d'autre. Donc voilà, l'intérêt, c'est en même temps d'analyser et de reconstruire les images, et en même temps de construire un vocabulaire qui décrit les images. Juste une question. Mhm. C'est bien, oui, parce qu'au début, je me suis dit que c'était peut-être pour chaque pixel, on avait une sorte de softmax pour faire une sorte de moyenne sur chaque vecteur, mais c'est bien juste un seul vecteur qui est choisi par pixel. Non, là, je vois la taille, là, c'est 32.1, donc c'est un seul indice qui est choisi. Voilà. Sachant que voilà, il y a un petit trick à partir de cet indice qui est choisi pour discrétiser et aller chercher dans le codebook. Je vous dis, je ne peux pas vous expliquer en détail. Il donne un lien sur les papiers qui sont en rapport avec ça. Mais
Bon, il y a beaucoup, c'est des équations et tout ça, je me suis pas énormément penché dessus, mais il y a ce petit problème à résoudre là. Mais une fois qu'on fait ça, ça nous permet assez facilement vu qu'on est que 32 fois 32 fois 1, c'est un espace assez petit pour apprendre, et donc on peut supposer que c'est pas très compliqué de voilà, dire quel pixel par pixel ou petite zone par petite zone, qu'est-ce qui se trouve dans l'image, hein. Et Bah oui. ensuite, on augmente la taille pour pouvoir reconstruire une image fidèle, parce que à partir de 32 fois 32 fois 1, on ne pourrait pas reconstruire une image en aussi grande dimension et que ça soit réaliste. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Il y a des questions? Moi, Ouais. Après, je vous explique ce que j'en ai compris, hein. C'est possible que à un moment ou à un autre, je dise une bêtise, mais voilà, ce que j'en ai compris. Donc la première étape, ça consiste vraiment à entraîner ça. Et une fois on a ce VAE discret, donc avec un encodeur et un décodeur, on peut entraîner DALL-E. En gros, DALL-E, ça marche comme ça. Ce qu'il y a en plus en termes de réseau de neurones, c'est juste un énorme transformer. Ils disent que c'est 12 billion parameters, donc c'est très gros quand même. Et c'est donc a priori à peu près la même chose que GPT-3, donc un petit peu plus petit, mais quand même 12 milliards de paramètres. Et en fait, ben, on va lui donner comme une... Donc, les entrées, rappelez-vous, c'est donc une phrase qu'on donne. Donc, on a cette phrase, et donc comme on fait toujours en traitement du langage, on va remplacer chaque mot par un token. Et donc ici, les tokens bleus, donc ça fait toute une séquence voilà, de texte. Et de temps en temps, on a aussi une image en entrée. Rappelez-vous, on pouvait demander de transformer le chien en schéma ou choses comme ça. Donc, parfois, on a une image en input, parfois, on n'en a pas, c'est optionnel. Si c'est le cas, si on en a une, ben, on l'envoie dans l'encodeur qu'on a entraîné. On obtient nos features de l'image et donc nos tokens qui ont été prédits, tous les éléments du codebook ici. Et on aplatit tout ça. On met quand même du Spatial Positional Embedding. Si vous voulez, dans un transformer, il est invariant à la permutation et tout ça. On va lui donner une séquence, mais il n'a pas vraiment de notion temporelle, d'ordre et tout ça. Pour lui, ça ne change rien que cet élément soit au même endroit que celui-là, etc. On est obligé de lui donner sous cette forme séquentielle comme ça. Et sachant que l'image, ben, il y a quand même une histoire de hauteur et voilà, tous ces tokens, ils avaient une position dans l'image, et donc on va utiliser ce qu'on appelle un positional embedding pour, en plus de l'information, rajouter, dire ben voilà, ce pixel-là, ce token-là, il était situé en bas à gauche de l'image, celui-là, il était au milieu, etc. Et on fait pareil pour les mots de la phrase. On va dire celui-là, c'était le premier mot, celui-là, le deuxième, etc. Donc on donne tout, voilà, et donc on a en entrée une phrase et éventuellement des image tokens qu'ils appellent, donc voilà, des mots dans le vocabulaire de l'image, on peut le voir comme ça. On envoie ça dans notre énorme transformer qui, lui, on va lui demander de sortir tout simplement une séquence dans le vocabulaire des images, puisque ce qu'on veut en sortie, c'est une image. Et voilà, donc on va lui demander donc vu que la grille est 32 x 32, on va lui demander de sortir 1024 indices comme ça. Et à partir de ça, on peut le reshape, le remettre sous cette forme-là et l'envoyer dans le décodeur ici pour reconstruire des images. Et donc l'entraînement, il se fait en comparant, une fois qu'on a prédit ça, on peut on entraîne de façon supervisée avec des images qui ont aussi un texte associé. Donc on donne le texte ici en entrée et l'image qu'on avait, on l'envoie dans le décodeur, ça nous donne les tokens qu'on a ici et on peut les comparer avec une cross-entropie à ceux qui ont été prédits et on entraîne de cette façon-là. Juste un autre détail, le modèle de VAE, il est pré-entraîné donc ici avec les images,
Mais une fois qu'on l'a entraîné ici, on l'entraîne plus, si vous voulez. Là, ici, c'est fixé. Et quand on entraîne uniquement le transformer. Et ici, ça s'est fixé pour que ce qui sorte de ça, ça soit constant. Et de la même façon, enfin, voilà. C'est vraiment en 2 étapes. D'abord le VAE et ensuite le transformer. Et donc ensuite, on obtient ici 512 images possibles et on utilise Clip, le réseau dont je vous avais parlé à ce moment-là, qui estime, qui arrive à relier une phrase à une image et en fonction de la phrase et de l'image, il va les classer par ordre en fonction du plus haut score au plus petit et on garde les 32 meilleurs. Parce que j'imagine que sur les 512, il y a beaucoup de redondances et peut-être certaines qui ne sont pas très réalistes. Et donc, en utilisant leur autre modèle clip qu'ils ont, c'est une façon de s'assurer que voilà, la sortie soit qualitative. Voilà, en gros. Vous avez des questions peut-être sur tout ça? Le transformer, il sort 512 images en même temps ou il y a un générateur aléatoire qui fait qu'il les sort 512 de façon aléatoire? Alors, c'est ça que c'est une bonne question, je me la suis posée aussi, je ne sais pas exactement. Alors là, c'est vrai qu'ici, j'ai écrit 512 séquences. De ce que j'ai compris, finalement, quand on entraîne un VAE, on l'entraîne aussi à partir peut-être d'une seule séquence en rajoutant du conditionnement ou je sais pas quoi. On peut lui faire générer différentes images assez variées, même peut-être à partir d'une seule séquence. Donc là, j'ai écrit 512, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Peut-être qu'il en prédit qu'une seule et que le décodeur, lui, est capable de générer des images différentes, puisque c'est un peu ce que fait un variational auto-encoder. On est capable de... Je sais pas, si quelqu'un peut-être s'y connaît un petit peu mieux, il peut confirmer que ça pourrait marcher comme ça. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il y ait 512 sorties. J'ai une autre question. Mm. Le VAE, du coup, c'est des CNN ou c'est aussi des transformers? Alors, c'est pas... Là, ici, il Alors y a... sur ton schéma, on voyait Mm. peut-être la slide d'avant, il me semble qu'on voyait convolutional, non? Voilà, donc ça, c'est CNN, là on voit CNN, ouais, là. c'est une Ouais, mais ça, c'est figure, le ça, papier qui vient du 2017. VQ VAI. Donc, c'est une figure, voilà, qui présentait une méthode pour faire ça. Ça vient pas de DALI. Sur DALI, moi, je suppose que c'est des CNN. Mais à vrai dire, la seule chose qu'on sait vraiment, c'est ces 2 paragraphes là que je vous ai copié-collé qui parlent du truc. Et donc à partir de ça, bon ben, donc ce qu'ils disent, les images sont préprocessées en 256 fois 256. Similar to VQVAE, each image is compressed to 32 fois 32 grid of discrete latent code using discrete VAE. Et alors là, c'est là aussi où moi je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ils disent qu'ils le pré-entraînent donc ça c'est bien qu'on l'entraîne d'abord et ensuite le transformer en utilisant une relaxation continue. Donc ça, je vous avoue que je sais pas vraiment ce que c'est. Alors ils me mettent ici des liens vers un papier. J'ai rapidement regardé, mais c'était un peu long, j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà, il y a une méthode d'entraînement un petit peu différente, je pense qui est un peu innovante par rapport à ce qui se faisait avant sur ces méthodes-là. Ou peut-être quelqu'un a un indice sur qu'est-ce que ça peut être un entraînement par continuous relaxation. Mais... Juste par rapport à la question précédente, il y avait dans les slides précédents, il y a un sampling qui s'est fait sur Q, je sais pas, le QZDX là, Ici. peut-être pour générer Ah les oui, par samples. rapport à la oui, ouais, il doit y avoir quelque chose comme ça. J'ai pas la réponse vraiment. Il aurait fallu que je me plonge plus dans les papiers de toutes ces histoires de discrète VAI, c'est quelque chose que je connaissais pas, donc j'ai essayé de me renseigner un peu, mais je suis pas un expert. Et je pense que voilà, il y a voilà, avec ce Q ici un conditionnement qu'on peut donner pour voilà, faire du sampling et récupérer différentes sorties variées. Mais je sais pas les détails de comment ça marche vraiment. Mon intuition, c'est qu'effectivement,
ce qui part de l'image, ça doit être des couches de convolution successives qui arrivent à une représentation qu'après, il transforme dans cette espèce de grille discrète en créant par vector quantization leur dictionnaire. Je pense que c'est d'abord des convolutions avant d'arriver. Oui, après, je pense vraiment que l'encodeur-décodeur ici, il ne le précise pas, mais je suppose vraiment que, en tout cas, pour transformer ça en une grille 32-32, je pense que le mieux, c'est quand même vraiment un CNN ici. Alors, j'ai en une tout cas, le plus petite simple. question. Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Une petite question sur la slide d'après, du coup, sur l'input de ce qu'on met vraiment à DALL-E. C'est-à-dire que DALL-E, il prend en input une phrase, c'est les tokens bleus en haut à gauche, qui décrit une situation, mais prend aussi des tokens d'images. C'est-à-dire qu'en input, DALL-E doit prendre une image et des tokens, ou alors les deux ensemble, ou l'un ou l'autre. En fait, c'est un peu... ça va dépendre. Il y a différents use cases. En fait, de temps en temps, on veut juste lui donner une phrase et lui demander de générer une image. Mais tu vois, là, il y a l'exemple ici où on lui demande un zoom, une vue très proche du du chien sur la photo. Donc à ce moment-là, on veut aussi une entrée d'image. Et l'avantage qu'on a avec les transformers, c'est que on n'est pas obligé de lui donner une taille fixe de séquence. On peut l'entraîner. À chaque itération, même pendant l'entraînement, on peut lui donner de temps en temps 256. Enfin voilà, on n'est pas obligé de lui fournir à chaque fois la même taille de séquence. Donc, les fois où on va l'entraîner uniquement à prédire à partir de l'image, à partir du texte, pardon, il y aura 250, on lui donnera que le texte ici. Et si on a besoin de rajouter une image en plus, on peut rajouter les tokens de l'image ici. Mais c'est pas à chaque fois. Et donc, il en prend 1280 au maximum. Mais la plupart du temps, c'est uniquement les 256 du texte, quoi. Je sais pas si ça Super, répond. merci, c'est très clair. Ah, si, et du coup, c'est un token par mot, en fait, pour les bleus. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est apparemment, c'est la pratique courante en traitement du langage. Chaque mot, on le transforme en un embedding. Ici, c'est 256, des fois c'est 512, mais voilà, chaque mot est représenté par un vecteur. Du coup, ça soulève une question un peu plus générale sur les transformers. Donc, peut-être ça sort un petit peu du cadre, on en parle après, sinon, c'est comme tu veux. Vas-y. Peut-être si tu sais répondre, c'est que par exemple, donc les transformers, comme tu as dit, c'est utilisé en NLP, c'est peut ça pour la traduction. Mais s'il y a une phrase dans un certain nombre de, on va dire, 10 mots qui traduit dans une autre langue, ça fait 12 mots. Comment ça se passe au niveau des tokens? Si tu sais pas, c'est pas grave, c'est pas du tout le sujet du truc. Je réfléchis. Je sais pas exactement. Alors, c'est vrai que par contre, il y a ce truc-là où un transformer, c'est flexible sur le nombre de tokens qu'on lui donne en entrée. En général, en sortie, il va donner le même nombre qu'en entrée. C'est vrai que dans ces problèmes de traduction, dans ce problème-là, c'est pas grave parce qu'une image, elle aura toujours le même nombre de tokens. On prédit toujours la même résolution, donc on veut toujours le même nombre de tokens. C'est vrai que dans ce problème de traduction où c'est pas forcément la même taille, les phrases n'ont pas forcément la même taille. Je suppose que de toute façon, il y a aussi les transformers, ils prédisent des fois en séquentiel, c'est-à-dire qu'ils prédisent d'abord le premier, puis le second, puis le troisième. Alors ça, c'était le premier papier Attention is all you need. Après, il y a eu d'autres. BERT, par exemple, marche pas comme ça, il me semble. Mais encore, je suis pas du tout un expert, mais de ce que j'en ai compris, l'idée de base, c'est de prédire séquentiellement. Donc d'abord le premier, ensuite le second, ensuite le troisième. Donc je suppose qu'on peut faire ça jusqu'à la fin de la phrase ou jusqu'à jusqu'à quoi d'ailleurs, je sais pas exactement. Il n'y a pas des tokens justement pour indiquer le début de la phrase et la fin de la phrase? Je crois qu'il y a ces tokens particuliers qui sont utilisés pour, enfin il me semble, hein, pour indiquer ça c'est le début de la phrase, ça c'est la fin de la phrase. Et je crois que c'est ça qui est utilisé justement pour. C'est possible, ouais, ça a du sens. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi nous quand on écrit, hein, on met une majuscule au début, un point à la fin pour le dire. Donc j'imagine qu'il faut le traduire. Moi, ce que j'avais compris, c'est dans le décodeur, c'est ça. Et chaque output du décodeur, il doit être l'entrée pour le token différent, le token suivant à décoder.
Et comme ça fait une sorte de boucle jusqu'à ce qu'on prédise le token fin de phrase et du coup, il s'arrête là. Mais du coup, ça peut donner des tailles différentes en sortie qu'en entrée. Ok, merci. C'est clair. Ok, pas d'autres questions? Bah écoutez, si pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là, hein, à moins que vous ayez il y a quelque chose dont vous voulez parler peut-être, mais pour moi c'est bon, en tout cas je suis arrivé au bout. J'espère que c'était plus ou moins clair, que voilà, je vous ai encore une fois, le papier est pas sorti, donc si ça se trouve au moment où ça sortira, on verra que c'est pas exactement ça, mais enfin, bon. Là, j'ai fait assez haut niveau et ça correspond quand même à ce qu'il décrivait à peu près et au code, que j'ai trouvé sur GitHub. Mais bon, encore une fois, le 12 milliards de paramètres, ça rend la chose pas très reproductible facilement, quoi. Ah, d'accord, donc en fait, parce que tu disais que le code open source, il n'avait pas des bons résultats pour l'instant. Je peux Et vous donc, montrer. on pense que, donc les gens pensent que c'est dû à la taille du modèle. Je sais, non, alors je pense qu'ils ont tout juste, ils sont en train de le faire et voilà, ils ont juste dit, quelqu'un a réussi à entraîner un tout petit DALL-E à 6 layers et bon, vous voyez les résultats sur un jeu de données de paysages. Bon, ça donne un peu des paysages, mais on est quand même pas au même niveau, hein. Mais voilà. Oui, après, bien sûr, il y a la complexité. Et j'imagine, je sais pas, il y a aussi la question du jeu de données. J'imagine qu'il faut beaucoup de données avec beaucoup de textes de bonne qualité et tout ça. Il y a toute cette question. Ils expliquent pas explicitement dans le blog quel est leur jeu de données, et la taille et la qualité, etc. Donc ça aussi, c'est difficile de savoir. Voilà, voilà. Je sais pas, il y en a peut-être parmi vous. Moi, je travaille un petit peu sur ça en ce moment, d'essayer d'adapter mes modèles de computer vision un peu avec des transformers. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà essayé de faire ça ou je sais pas. Alors, j'ai pas encore expérimenté, mais mon équipe à Valeo, on commence à travailler sur ça aussi. Enfin, on commence à explorer un petit peu ça en recherche. Mhm. Donc, quand on aura le premier résultat, on pourra en discuter si tu veux. Ok, ok. Ouais, ben moi c'est un peu pareil. Je me suis lancé là-dedans, mais j'ai pas encore. Ça a l'air de marcher. J'ai lancé dans un entraînement qui ont l'air de marcher à peu près, mais je n'ai pas vraiment de résultat encore. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. C'est La difficulté, c'est quand même pas de réussir comment vraiment arranger les données pour créer des tokens, etc. Mais bon. J'entends En tout dire, cas, sur le benchmark ImageNet, pardon, excusez-moi. je disais que j'avais entendu dire que c'était très gourmand en moyen de calcul, les transformers. La difficulté est là. Ce qui est très coûteux, c'est la partie attention, puisque en fait, pour chaque élément de la séquence, on va regarder tous les autres éléments de la séquence. Donc, la complexité, elle est quadratique. Plus ça va, la complexité, elle va dépendre de la taille de la séquence au carré. Donc, si on fait des séquences trop longues, c'est là où ça devient très, très coûteux. Et du coup, la difficulté, c'est qu'une image, c'est quelque chose qui est en très grande dimension et qu'il faut réussir à la résumer en un nombre de tokens pas trop grand pour pas avoir trop de calculs. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'abord un CNN qui va encoder l'image un petit peu de la même façon que ça. Alors moi, c'est pas avec un codebook discret et tout ça, c'est quelque chose de plus simple, juste voilà, un embedding on réduit de 32 la hauteur et la largeur et on met un certain nombre de channels. Et donc ça va nous donner une représentation plus petite qu'on va pouvoir décomposer en tokens et essayer de donner un transformers. Mais il y a cette difficulté de
réduire la dimension parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un pixel égale un token parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. Et ben voilà, la difficulté est là-dedans. Ensuite, si on donne une séquence pas trop longue, c'est raisonnable, ça va. On peut faire ça assez vite. Alors, moi, je travaille pas sur des nuages, je travaille sur des nuages de points. Mmh. Alors, bon, en nuage de points, bon, pour ma part, moi, je suis encore sur il y a d'autres difficultés. Donc, nous, je suis encore sur les convolutions, particulièrement les sparse convolutions, mais j'ai vu un papier qui avait implémenté les transformers pour les nuages de points. Et disons que qui avait l'air de donner des résultats pas trop mal. Bon, ça explose pas encore l'état de l'art, mais ça donne des résultats pas trop mal. Et, il me semble, ce qu'ils font, c'est que, pour régler justement ce problème des séquences trop longues, parce qu'en nuage de points, il y a le même problème, c'est qu'ils prennent une zone en fait. C'est-à-dire, ça reste la tension reste locale. Mmh. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, oui, je vous l'ai pas dit ça, mais il y a ça dans DALL-E aussi, parce que pour le coup, eux, ils ont une séquence qui est quand même longue, 1280 maximum. Donc la tension, elle se fait pas entre tous les tokens pour pas que ce soit trop lourd. Les tokens de l'image peuvent regarder les tokens du texte. Le texte peut regarder lui-même les autres tokens du texte, mais pas l'image. Et donc, seule l'image peut regarder le texte, et l'image peut pas regarder toute l'image, elle peut regarder que alors il y a différentes choses, mais en gros, comme une convolution localement, quoi, un patch autour de sa position ou des choses comme ça. Ils peuvent regarder que les tokens voisins entre guillemets et le texte, mais ils font pas l'attention sur toute la séquence parce que justement, comme on disait, c'est trop gourmand en calcul, quoi. Ça me rappelle justement justement parce que celui qui a fait la DALL-E PyTorch, Lucid Drain, il a fait aussi un autre justement. Je sais pas si c'est lui qui a écrit le papier, mais il a dans son repo GitHub les Lambda Network. Et les Lambda Network, alors je crois que c'est une sorte d'implémentation de l'attention au niveau des images. Et donc, il y a justement un papier. Alors, je sais pas s'il a fini, mais j'avais vu et il était sous Open Review, mais quand je l'avais vu, et il avait eu beaucoup de succès parce que justement, il avait battu l'état de l'art sur ImageNet. Et mais ce qui était bizarre dans Lambda Network, c'était que, donc non seulement il y avait le phénomène d'attention, mais en plus de ça, il y avait le spatial encoding. Et en fait, ce qu'ils voyaient dans le papier, c'était que le spatial encoding était plus important que l'attention en lui-même. D'accord, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de. Moi, quand j'ai commencé au début, j'avais oublié de mettre le spatial embedding et le spatial et ça marchait pas du tout. Et non, c'est vrai qu'il y a ce côté important où vraiment pour lui faire comprendre qu'est-ce qui est où, ou en tout cas pour les problèmes où c'est important, comme une phrase ou une image. Mais ah ouais, donc l'embedding est plus important que l'attention. Ouais, moi j'imagine que ça doit dépendre aussi peut-être des tâches et tout ça, mais ok. Je sais pas où il en est le. Lambda. Il est encore en open review. Il y a le papier de l'open review pour ICLR, mais je partage dans le chat le papier. Ok. Au niveau de, là je pense à ça, l'enregistrement de la réunion, s'il y en a qui sont intéressés, vous m'avez dit qu'il y en avait qui étaient intéressés, il y a un endroit où je pourrais le mettre en ligne ou quelque chose comme ça, je sais pas. Sinon, du YouTube en non répertorié. Ouais. J'ai pas. Ouais, ok. Quelqu'un a une autre idée. Ou sinon, tu peux le mettre sur le cloud de Minparetech aussi. Ok. Je sais pas trop, je suis pas sûr de savoir accéder à ça, mais ça doit pas être si compliqué, je sais pas. Normalement, si tu es inscrit au Min, normalement, tu as accès au cloud.
Ok. lors des Non, mais mini. oui, je suis inscrit, j'ai juste jamais essayé, mais d'accord. D'accord. C'est très pratique. Et en plus de ça, contrairement à Dropbox, tout ça, t'as pas de limite de mémoire. Ah, ok. Bon, mais je peux éventuellement le mettre là, d'accord. Ouais, sinon, c'était intéressant. Enfin, j'avais vu le truc passer, mais j'avais pas regardé dans les détails. C'était bien expliqué. Enfin, merci pour la présentation. Avec plaisir. Sinon, alors, si, si quelqu'un veut, enfin, on essaie d'organiser peut-être la suivante Mhm. pour dans peut-être soit 2, soit 3 semaines, comme, comme vous voulez. Mm. Mais faudrait un volontaire, du coup. Ouais. Enfin, idéalement, quelqu'un qui n'a pas encore présenté. Parce que sinon, parce que ouais, pour ma part, je vais être un peu occupé. Peut-être, moi, si j'essaierai de présenter quelque chose, ce sera peut-être vers courant mars. Enfin, plutôt fin mars, début avril. Mhm. Fin mars, début avril, j'essaierai de trouver quelque chose d'intéressant à vous présenter. Mais sinon, là je risque d'être un peu occupé pendant cette fin de mois de janvier, février, même début mars. Si Sinon, personne ne se dévoue, je peux prendre dans 3 semaines. Potentiellement. J'ai une idée d'un truc qui m'intéresse pas mal. C'est des méthodes pour faire un peu de limitation, mais avec des agents de reinforcement learning. Donc, je ne serai pas capable de vous en parler maintenant, mais dans 3 semaines, je serai sûrement capable de vous en parler, j'espère. D'accord. Alors, ouais, ok, ça me va. Après, ouais, c'est juste que, enfin, ouais, pour ma part, personnellement, bon, après, il y a c'est surtout Jésus qui travaille là-dessus, mais après, on va dire que moi, je suis pas trop. Enfin, reinforcement learning, euh, mes connaissances sont très très sommaires là-dessus, donc. Mais si le truc est Moi très aussi, hein. intéressant. Pas d'inquiétude, moi aussi, je commence seulement. D'accord, d'accord. Bon si, d'accord. Mais ouais, non, mais justement, ouais, ça peut être intéressant de. Enfin, moi, je trouve ça intéressant justement de voir, enfin, soit ce qui se fait en NLP ou même ce qui se fait en reinforcement learning. Ça peut toujours, enfin, il y a toujours des bonnes choses à prendre des disciplines voisines, quoi. Bah, je peux essayer de faire un truc plutôt vraiment haut niveau. Limite avec les mains un petit peu. Enfin, le but, c'est pas de montrer des équations partout, c'est d'avoir des intuitions, je pense. Et donc, si je peux mettre ça en avant sur ce sujet que je trouve plutôt intéressant, bah, si ça vous dit, moi, ça me va. D'accord. Bah, moi, ça me va en tout cas. Ouais, carrément. Pour moi aussi. Ouais, moi, ça m'intéresse aussi. Bon, c'est plus sur le sujet, donc ça me va. Ok, très bien. Bah, du coup, dans 3 semaines, on va dire. Le temps de. Ok, ouais, dans 3 semaines, ouais, ça va. Très bien. d'accord, bah, merci Arthur et Avec plaisir. à la Et puis, prochaine. ouais, bon après-midi à tout le monde, et puis Ouais, à la prochaine. à la prochaine, ouais. Une prochaine. Salut, à la prochaine. Et merci pour l'exposé. Salut.